régie marche. Bien. Bonsoir à tous. Le théâtre est une longue patience. Vous en faites l'expérience ce soir, mais la saveur n'en sera que meilleure. Merci d'être ici à l'Université de Paris 7, que nous remercions pour son accueil, et à l'Université de Chicago, qui a organisé cette rencontre, à propos du héros, et en particulier du héros imaginaire. Kleist, dans Le Prince de Hombourg, dans la première scène du Prince de Hombourg, fait dire à un de ses personnages « On cherche le héros ». Ce personnage, c'est justement Hombourg, qui est assis sous un arbre et rêve. Le héros rêve au début du XIXe siècle, et cette question « chercher le héros » est celle qui nous a animés depuis le début de ces rencontres autour de la question « Quel héros l'histoire se choisit-elle? Les héros font-ils l'histoire ?» Pourquoi le héros imaginaire? Selon Alain Finkielkraut, cette expression est une tautologie, on en parlera. Eh bien parce que, sans doute, tout héros est-il le fait d'une mise en fiction, d'une mise en récit, d'une mise en histoire. Et André Malraux écrit dans l'Espoir, il n'y a pas de héros sans auditoire. Il faut un public, il faut un processus d'héroïsation, et c'est ce processus que nous allons observer. Alors, si, très brièvement, nous essayons de revenir sur ce qui s'est dit les 3 fois précédentes avant d'arriver à cette question de l'imaginaire. Le premier temps a été consacré à la question « Les héros font-ils l'histoire ?» et plus précisément au rapport entre Philoctète et l'héroïsme. Avec Jean Bollack et Laure Adler, nous avons réfléchi sur la question du mythe, que Jean Bollack définit comme un système ou un schéma d'interprétation plaqué sur une histoire par ses lecteurs. Donc, on retrouve cette question de l'effet de lecture. Et Philoctète apparaît là comme un problème, puisque c'est l'un des textes qui semble refuser l'histoire, avec ce héros qui refuse d'entrer dans l'histoire, et texte qui n'intéressait pas Hegel, nous l'avons souligné à différentes reprises. Comme si ce héros se refusait comme héros ou constituait une forme d'héroïsme paradoxal, et que cette fin de l'âge d'or grec marquait justement la fin d'une certaine forme d'histoire, d'un certain rapport à l'histoire. Sans revenir sur les éléments que vous avez d'ailleurs dans le papier qu'on vous a distribué sur le rapport entre Philoctète et l'héroïsme, et cet héroïsme paradoxal qui peut être lié à la solitude, et que Jean-Pierre Siméon définit comme une forme d'héroïsme moderne, celui de la condition humaine, qui rejoint Camus, qui rejoint Beckett. Je passe directement au deuxième temps que nous avons interrogé avec Régis Debray, Laurent Terzieff et Jean-Pierre Siméon sur le rapport entre héroïsme et humanité. Régis Debray a défini le héros par son rapport à la guerre. Le héros, c'est celui qui fait la guerre. Et j'avais ouvert le bal avec la remarque de Brecht dans Galilée, « Malheur au pays qui a besoin de héros, malheur au pays qui n'a pas de héros ». On trouve ces deux propos. Un personnage voyant la faillite de Galilée, sa rétractation, dit « Nous n'avons pas de héros, et c'est un drame ». Et Galilée répond qu'il faudrait pouvoir se passer de héros. Dans cette tension entre les deux modèles, un héros national ou un peuple qui est tellement héroïque qu'il n'a même plus besoin de héros, se joue justement une tension que nous avons tenté d'examiner. Et Régis Debray définissait le héros comme une solitude, comme une île, et à cet égard Philoctète est effectivement exemplaire, un dandy en guenilles qui se rend exemplaire aux autres par sa différence. Et nous allons interroger ce rapport à l'autre et ce rapport à la norme, notamment avec Thomas Pavel. Laurent Terzieff, lui, a insisté sur le rapport à la mort, le héros comme forme d'acceptation de la mort comme fondement de l'humanité. La mort n'a pas de sens chez les Grecs, mais il s'agit de lui en trouver un et de lui en donner un, et telle serait l'une des fonctions du héros. Ce à quoi Jean-Pierre Siméon a répondu que précisément ce en quoi Philoctète était sans doute héroïque, c'était ce caractère ontologique d'une souffrance, chacun ayant son pied putride qu'il traîne, et évidemment avec une portée essentielle, une portée métaphysique. Autrement dit, faut-il être
plus qu'humain pour être un héros, ou y a-t-il héroïsme parce qu'il y a d'abord humanité? C'est cette tension-là que nous avons examinée. Et cette rencontre, pour résumer 2 heures en 2 minutes, s'est conclue sur le rapport entre le héros et le nous. Et selon Régis Debray, l'une des raisons de la faillite de l'héroïsme ou de sa disparition, c'est que le jeu n'est plus traversé par un nous. Et il a évoqué le tout à l'ego, comme il le dit, et le chômage technique désormais du héros en cette époque de désacralisation. Et on sait que cette notion de désenchantement est au cœur de sa pensée. Et c'est donc sur la question du rapport entre l'histoire et le héros, du jugement éventuel de l'histoire, de la crise à la fois de l'histoire et la crise de l'avenir, que s'est conclue cette discussion par un mot de Laurent Terzieff à Régis Debray qui a dit « Pour moi, le héros, c'était vous ». Et donc avec cette espèce de renvoi d'un acteur à une figure qui s'est en effet un moment posé comme historique, et Régis Debray répondant que c'est finalement le poète qui fait le héros, puisque par son chant, il le célèbre, ce qui va nous amener à la question d'aujourd'hui. Le troisième temps, qui a eu lieu avec Jean-Marie Apostolides, Tsvetan Todorov et Myriam Brevaud-Dallon, s'est précisément interrogé sur la métamorphose de l'héroïsme ou la fin des héros. Plusieurs réponses ont été apportées, ou plusieurs problèmes ont été soulignés. Myriam Brevaud-Dallon, elle, considère que la peur de la mort et l'égalisation par la peur face à la mort, qui fonde la démocratisation, a induit une disparition relative de l'héroïsme. Puisque nous sommes tous égaux devant la mort, et comme le dit Hobbes, cette peur fonde notre société, eh bien, l'héroïsme, d'une certaine manière, n'est plus possible tel qu'il existait dans un contexte aristocratique de dépassement et d'excellence. Donc, le problème, c'est comment être un héros dans un contexte de démocratie moderne. Est-ce possible? Pour Jean-Marie Apostolides, l'histoire de la sensibilité occidentale est constituée par une polarisation entre deux pôles antagonistes, ce qu'il appelle la victimisation et l'héroïsme. C'est-à-dire que, selon l'époque, un système de valeurs pose en référent soit l'héroïsme, soit la victimisation, c'est-à-dire l'identification à la victime. Et il examine concrètement ce basculement au XXe siècle, au moment où la figure du résistant laisse place à la figure du déporté. C'est-à-dire que c'est la victime qui devient le référent. Et, selon lui, mai 68 consacre le triomphe des victimes sur les héros. Et nous serions dans une âge de victimisation où, comme l'écrivait d'ailleurs Tsvetan Todorov, il y a un statut de victime et un intérêt à avoir été victime. D'où le problème de cette définition du héros. Et Tsvetan Todorov, enfin, a tenté de poser une typologie du héros en différentes catégories, ce qu'il appelle le gagneur, qui serait une forme d'avatar du héros aristocratique, qui brille par l'excellence et se distingue par ses exploits et par son courage, et également par sa mort ou son sacrifice. Et ce gagneur, cette fois, aurait subverti un rapport à un intérêt collectif en fonction de gains plus personnels. Et il y aurait une conversion de cet héroïsme, ce qui pose un problème, reste-t-il, de l'héroïsme. La seconde figure, selon lui, est la victime, et là il rejoignait Jean-Marie Apostolides. Et la troisième figure était ce qu'il a appelé le héros du quotidien ou le secouriste, une formule qui a, disons, fait sourire l'assistance. Et ce modèle du secouriste, de la figure humanitaire, est-elle encore une forme d'héroïsme? Est-elle une synthèse entre identification à la victime et héros? Autrement dit, s'agit-il d'un héros de la paix? Ou peut-on parler d'ailleurs d'un héros de la paix? Et c'est une question qu'on pourra se poser avec Alain Finkielkraut. Voilà pour un très bref résumé d'un certain nombre d'enjeux que nous avons évoqués lors des 3 épisodes précédents. Ont été évoqués également tout un ensemble de figures liées au héros, le héros aristocratique, le héros national, avec cette évolution et l'identification à une communauté, la figure du anti-héros, dont Bardamu du Voyage au bout de la nuit a été cité comme un exemple, la figure du survivant comme un héros couché, qui n'est plus le héros qui meurt avec son panache debout, mais qui tente de résister à la mort industrielle dans les tranchées, la figure du résistant,
ce héros de l'ombre, immortalisé à jamais par la photo de Jean Moulin, qui date certes d'avant la guerre, mais qui montre ce peuple de la nuit, pourtant héroïque. Et puis après, donc, la question de la victime, et évidemment le problème de la star et l'écart entre star et héros. Voilà pour ces notions et ces catégories que nous avons évoquées plus comme des problèmes que comme des solutions. Eh bien, si, et c'était la conclusion d'ailleurs des 3 rencontres, s'il y a une décomposition du modèle du héros, ou en tout cas une métamorphose, où peut-on trouver encore une forme d'héroïsme? Eh bien, peut-être justement dans la littérature, au sens très large du terme, dans la fiction, dont la littérature est une partie. Et telle est la raison, tel est l'enjeu de cette dernière table ronde consacrée aux héros imaginaires. Ainsi, et je vais ainsi présenter nos 3 intervenants, Thomas Pavel, qui enseigne la littérature à l'Université de Chicago, après avoir enseigné à Montréal et à Princeton notamment, est célèbre pour ses travaux sur la fiction, avec Univers de la fiction et la pensée du roman notamment. Et selon lui, eh bien, justement, la littérature propose ces univers possibles dans lesquels nous sommes en immersion et qui retracent une histoire du héros que nous allons pointer ensemble en réfléchissant à une chose que vous disiez hier, Thomas, c'est-à-dire la différence entre le personnage et la figure héroïque emblématique. Alain Finkielkraut, que nous connaissons, est évidemment enseignant à l'école polytechnique. Il anime depuis plus de 20 ans l'émission Réplique sur France Culture, et ses textes, depuis Au coin de la rue l'Aventure jusqu'à Un cœur intelligent, sont connus. Je me contenterai de citer ce dernier ouvrage, Un cœur intelligent, puisque nous avons la pensée du roman, et ce cœur intelligent qu'invoque Alain Finkielkraut, c'est la parole de Salomon qui demande à Dieu de lui donner un cœur intelligent. Et selon Alain Finkielkraut, puisque nous sommes désormais dans le silence de Dieu, que Dieu n'apporte plus ses réponses, où trouver la réponse au sens du monde? Eh bien, à travers le roman. Et le roman serait donc non pas une école, mais plutôt une jurisprudence, comme vous le dites joliment, c'est-à-dire une traversée dans des univers qui, comme le fait toujours le roman, montrerait l'homme en prise à la norme, au monde, à la loi morale, et comment, en fonction des circonstances, eh bien, un héroïsme peut être redéfini, ou au contraire, et je crois que c'est une de vos thèses, dissous. En tout cas, métamorphosé. Christian Schiaretti, directeur du Théâtre National Populaire et metteur en scène de Philoctète, constituerait, si Thomas Pavel est la pensée du roman et Alain Finkielkraut un cœur intelligent, l'esprit du plateau, c'est-à-dire qu'après avoir examiné dans Coriolan le geste épique shakespearien et le problème de la démocratie, après avoir mis en question la question de la métamorphose du capitalisme dans Par-dessus bord et la figure de la médiocrité contemporaine, eh bien, c'est à travers Philoctète, d'après Sophocle de Jean-Pierre Siméon, que se pose la question d'un héros déplacé et d'un héros qui se refuse comme tel. Est-il encore un héros? Voilà pour une brève introduction qui nous permet d'avoir peut-être un langage commun et un ensemble de mises en bouche. Et je commencerai par une première question à Thomas Pavel sur cette différence ou cette polysémie de la notion même de héros. Qu'est-ce qu'un héros? Un héros est-il une figure littéraire? Par essence, tout héros est-il littéraire? Et vous dites d'ailleurs, il n'y a pas de différence entre des êtres de fiction et des êtres réels lorsqu'il s'agit de la fiction. On les traite de la même manière. Et donc, pourriez-vous nous aider à définir cette notion de héros? Vous connaissez un petit peu ce que j'ai écrit. Voilà. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde. Je suis très honoré d'être ici. Je voudrais tout d'abord dire ceci. Il n'y a pas de. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de différence entre. C'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a pas de différence entre les personnages de fiction et les personnages réels. Hein. Je vous pousse à bout. Oui, c'est cela. Disons, Woody Allen vous répondrait quelque chose là-dessus. Ce que j'essaie de dire, c'est que lorsque nous parlons
des personnages de fiction ou des personnages réels, nous parlons de la même manière. Je dis que j'aime Hamlet, mais il est vraiment insupportable. Il est tellement impertinent avec Ophélia, il n'a pas de manière. Voilà. Si je dis ceci à propos de Hamlet, mes étudiants rient, s'amusent, mais on pourrait dire exactement la même chose à propos d'un d'eux. Vous voyez, nous parlons des personnages, nous les prenons un petit peu comme s'ils étaient réels. Nous les investissons un peu de réalité dans ce sens-là. Maintenant, en anglais, on a deux termes. A hero, c'est un héros. Au sens, on dit, voilà, je ne sais pas, dans un certain sens, George Washington est un héros, hero. Et d'autre part, il y a le terme de character. A character qui équivaut au français personnage. Mais quand on parle, quand en français on discute une œuvre littéraire, on utilise souvent le terme héros à la place du terme personnage. Le héros tragique, c'est beaucoup mieux que le personnage tragique. Mais en anglais, on peut très bien un tragic character. Vous voyez? Donc, je voudrais distinguer très clairement entre héros, qui est un terme général, et personnage. Personnage, qui est un terme plus spécifique. Dans la vie réelle, quand on dit de quelqu'un c'est un personnage, ça a un sens un peu ironique. Voilà, c'est un personnage. Aussi, si on parle des héros dont j'ai appris plein de choses, voilà, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Marie Apostolides et sa distinction sur ce passage de culte du héros au culte de la victime. Il a très bien saisi cela, on le vit tous les jours, mais voilà, il me semble que on pourrait tout simplement penser que le héros est un vrai héros, non pas le héros de la fiction, est celui qui vainc des obstacles, celui qui est plus fort que les obstacles. Et ceci nous permet d'avoir une vision un peu graduelle du héros. Plus les obstacles sont forts, et plus le héros est héroïque, si vous voulez. Vous voyez, ce n'est pas celui qui gagne. Ce n'est pas celui qui gagne. Le héros ne gagne pas. Hamlet ne gagne pas. Il y a plein de héros qui, disons, qui sont détruits par les obstacles. Les obstacles sont plus forts, mais le fait d'avoir pris ce défi, d'avoir accepté le défi et de défier les obstacles, les rend héroïques, il me semble. Par exemple, c'est celui qui est prêt à mourir, puisqu'on a beaucoup parlé de mort, mais ce n'est pas la seule manière d'être héroïque, mais disons c'est celle que nous respectons le plus, puisqu'elle va un petit peu contre notre instinct de survie. C'est l'université nous a quittés. Oui. Voilà, vous m'entendez? Oui, voilà. C'est celui qui mène les gens, celui qui est prêt à mourir pour un bien, pour la patrie, la famille, une valeur, un bien, un idéal. Mais malheureusement, souvent dans les manuels d'histoire, on considère que les héros sont ceux qui mènent les gens à la mort. Ce n'est pas ceux qui meurent eux-mêmes, c'est ceux qui les conduisent à la mort. Donc là, il faudrait faire une petite distinction. Je vais tout de suite ajouter quelque chose là-dessus. Ceci est le côté, pour ainsi dire, objectif. On voit le héros, qui est-il ou qui est-elle? C'est celui qui est prêt à mourir, celui qui est prêt à défier un obstacle, celle qui est prête à défier un obstacle. Okay? Mais si nous regardons le héros ou l'héroïne du point de vue de notre attitude, de l'impression qu'ils font sur nous, on peut définir un héros au niveau subjectif, celui qui inspire, par exemple, l'admiration, ou malheureusement, celui qui inspire une sorte d'idolâtrie. Et le culte du héros est, je dirais, ça me rend extrêmement, ça me met mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise devant ce culte, et devant tout le débat. Si nous avons des héros, je ne sais pas. S'il y a des héros, on les verra. On va les reconnaître tout de suite. Ce n'est pas la peine de se dire « Ah, oui, où sont-ils ?» Je ne sais pas où. Peut-être il n'y a pas des obstacles.
suffisamment important, suffisamment fort pour déclencher ce terrorisme. Dès qu'il y a un obstacle, il y en aura. Il y en aura. Attendez. Donc ne souhaitons pas avoir des héros tout de suite, parce que c'est en quelque sorte souhaiter d'avoir des obstacles tout de suite. Il faut faire très attention là-dessus. Bon, ou au moins, donc pour passer du héros en réalité au héros de roman ou de pièce de théâtre, le héros est celui ou celle qui suscite l'intérêt. Et là, nous avons dans la tragédie, le héros inspire la pitié et la crainte ou même l'horreur, comme dans le cas de Philoctète. Vous voyez, c'est celui qui inspire une sorte Philoctète n'est pas du tout un héros, c'est quelqu'un qui se plaint du matin jusqu'au soir. Voilà ce qui m'est arrivé, etc. Ouais. D'ailleurs, puisqu'on parle de spectacle, je veux tout de suite vous dire quelque chose, je veux tout de suite exprimer ma reconnaissance à Christian. Je ne vais pas très souvent au théâtre, mais j'étais vraiment, j'avais un peu peur, mais j'étais tellement heureux d'abord que aucun personnage n'était habillé en costume d'officier nazi. 2, Philoctète n'était pas habillé en prisonnier de Auschwitz avec un numéro sur le bras. 2. Troisièmement, il n'y avait pas, il n'était non plus sur une table roulante, comme à l'hôpital, avec des infirmières nues autour de lui. Ah, c'était extraordinaire. Et à aucun moment, il n'y a pas eu d'acte sexuel imité ou suggéré. Merci. C'était extra. Bon, il y a beaucoup d'autres qualités, mais ça, c'était l'extase initiale. Donc, ouais, ok. Pour revenir donc au héros. Parlons maintenant, si vous voulez, un petit peu du héros au sens de personnage de roman ou personnage principal ou un des personnages principaux d'une pièce de théâtre. Et là, ce que j'aimerais dire ici est très lié à Philoctète. C'est une réflexion qui est très très proche de Philoctète, mais ça a peut-être une portée un tout petit peu plus générale. C'est que les écrivains, les grands écrivains, ne donnent pas aux héros, aux personnages, si vous voulez, toutes les tâches. Un seul personnage n'aura pas toutes les tâches. Et à un moment donné, lorsqu'on regarde les grandes périodes, les grands écrivains et ceux qui ont précédé peut-être qui étaient moins bons, ceux qui ont suivi et qui étaient moins bons, il y a une différence très très claire entre les personnages héroïques qui ont quand même un défaut et les personnages parfaits. Vous voyez, j'ai refait un petit peu le chapitre sur la littérature médiévale, sur le roman médiéval dans la pensée du roman cet été, et je le refais en anglais. Et j'ai essayé d'ajouter d'autres romans. Ici, j'ai parlé de romans que personne n'a lus, sauf en Espagne, on le lit encore. Amadis de Gaulle, vous savez, c'est le roman dont se moque Cervantes. Si vous lisez Amadis, interminable, un personnage absolument parfait. C'est le héros vrai. Il n'a aucun défaut, il ne fait tout le temps que tuer tout le monde. Bien entendu, en combat singulier toujours. C'est un amoureux parfait, il est capable de tuer tout le monde, mais dès que Oriane, sa bien-aimée, est jalouse et ne veut plus le voir, il se retire. Il ne s'explique même pas. Il se retire, il est seul, il pleure, il reste isolé. C'est un amoureux parfait et un combattant, un soldat parfait, un chevalier parfait, si vous voulez. Amadis, c'est une œuvre tardive. Si on lit Chrétien de Troyes, c'est une autre histoire. Chez Chrétien de Troyes, mon personnage favori est Yvain. Yvain a un défaut. Yvain a un grand défaut. Il oublie ses promesses. Un chevalier qui oublie ses promesses. Vous vous rendez compte? C'est
invraisemblable. C'est quelqu'un qui promet à sa femme, qu'il a épousée, bon, c'est très compliqué, et je ne vous rappelle pas le sujet, il épouse une femme qu'il adore, et lui permet quand même de repartir, s'amuser pendant quelques mois, 3 mois, avec ses anciens copains à lui, pour parler dans le langage d'aujourd'hui, nous allons tout de suite revenir à cela, à la cour du roi Arthur. Continuer ses joutes, pour bien pouvoir finalement se séparer et revenir après 3 mois. Et il oublie. Et il oublie. Tous les personnages de Chrétien de Troyes, tous les héros ont ces défauts-là. Et ensuite, ça va être la même chose dans la littérature allemande, influencée directement par Chrétien de Troyes, qui continue l'œuvre chez Wolfram, par exemple, son Parsifal, qui est inspiré par Chrétien de Troyes, a un défaut incroyable. Non seulement il est trop timide, c'est un timide, mais aussi il arrive à haïr Dieu. Il haït Dieu. Il a une révolte contre Dieu. C'est le plus grand péché imaginable. Vous voyez, donc il y a comme une sorte de attention que font les Écritures à ne pas trop héroïser leur personnage. Et dans Philoctète, ce qu'on voit, c'est une certaine séparation des tâches, si j'ose dire. Il y a un personnage qui est tout simplement le malheureux, l'objet de l'action, qui n'a aucune initiative, ne peut avoir aucune initiative. Il est abandonné sur une île déserte. Il a cette horrible plaie au pied. Et d'autre part, il y a celui qui initie, ou ceux qui initient, les initiateurs, les tentateurs, si vous voulez, et qui sont actifs. Et un d'eux est Néoptolème. En relisant la pièce de Sophocle, je me suis rendu compte, c'est une parenthèse, je me suis rendu compte à quel point, on a parlé un peu de cela, à quel point Racine, qui adorait Sophocle, a médité sur Sophocle et sur cette pièce-là, et sur cette méthode de construire une tragédie. Parce que chez Racine, dans Britannicus et dans Bajazet, vous avez le personnage qui donne le nom de la pièce Britannicus, comme Philoctète ici, et qui n'est pas actif, qui est passif. Ou alors vous avez Bajazet qui ne fait rien, il ne sait pas quoi faire. Ils sont pris là. Et au contraire, il y a un personnage actif, un peu comme Néoptolème, celui qui a l'initiative et qui est Néron et qui est Roxane, vous voyez. Sauf que chez Sophocle, dans cette pièce-là, ce qui est extrêmement beau, c'est que Néoptolème, qui lui-même hésite entre le mensonge et la vérité, tout comme Néron hésite entre le premier Néron vertueux et le Néron qui le remplace, le Néron monstrueux. On voit cette hésitation d'une scène à l'autre, tout comme on voit une fois dans cette tragédie de Sophocle. Chez Sophocle, l'hésitation conduit vers le bien. Néoptolème arrive à comprendre qu'il ne peut pas faire ce qu'il était censé faire. Si vous voulez, je m'arrête ici. Il y a d'autres choses dont on peut parler, mais... On va bien sûr poursuivre ce fil. Vous pointez les héros, les défauts du héros. Pour revenir à Kleist, le prince d'Hombourg a en effet lui aussi un très gros défaut, c'est qu'il rêve. Il est distrait. C'est un héros rêveur. Le résultat est qu'on lui donne des consignes pour une bataille très importante pour la Prusse et qu'il n'écoute rien. Et le résultat est qu'il va commettre une action, il va désobéir aux ordres et, par chance, ou peut-être par providence, on en parlera, le rapport entre héros et histoire, eh bien, sa désobéissance provoque une victoire. Mais elle aurait pu provoquer une défaite. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ce héros qui rêve. Alain Finkielkraut, diriez-vous qu'un héros est un personnage de rêve, un personnage qui fait rêver, et donc à la limite un personnage et qu'il est donc purement imaginaire? Non, je ne dirais pas tout à fait cela. Je crois que la distinction faite par Thomas Pavel est très importante. Le mot de héros est porteur de deux significations. Le héros, c'est un personnage exemplaire ou c'est le personnage central d'une histoire.
Et je voudrais dire 2 mots quand même de cette première signification. Qu'est-ce que le héros en tant que personnage exemplaire, en tant que modèle? Pour répondre à votre question, je ne crois pas que ce soit simplement un fantasme. C'est l'homme qui fait face à un destin, qui vainc les obstacles, mais qui fait face donc à un destin terrible. L'homme qui prend le risque suprême, toute une série de risques, mais dans l'horizon du risque suprême, pour un idéal, pour une juste cause. Et en effet, je crois que ça a été dit dans les séances précédentes, la démolition du héros est le trait dominant des sociétés modernes. À la démolition du héros, j'emprunte cette expression à un livre que Thomas Pavel connaît bien, de Pierre Bénichou, Les morales du grand siècle. Un très grand livre d'histoire des idées. Mais il est vrai que nous avons fait, depuis Hobbes et depuis Descartes, du souci de conservation un souci légitime, et de la santé le premier des biens. Nous avons, et c'est quand même un événement majeur et fondateur de la modernité, dont nous sommes encore les bénéficiaires, nous avons réhabilité l'amour de soi. Et c'est un événement majeur, c'est toute la figure du bourgeois. Le bourgeois, c'est cela, c'est donner des lettres de noblesse, si l'on peut dire, au souci de conservation, au conatus essendi. Et c'est sous l'effet des guerres civiles religieuses que, précisément, on a cherché dans la nature humaine, d'abord, les causes de conflits, et Hobbes en repérait 3, la compétition, la défiance et la gloire. La gloire, c'est-à-dire pour lui toujours la vaine gloire, d'où sa conclusion, dans l'état de nature, la vie humaine est solitaire, misérable, dangereuse et brève. Mais fort heureusement, il y a dans la nature de quoi corriger la nature. On peut faire fond sur quelque chose. Sur quoi? Eh bien, précisément, sur la peur de la mort violente et tout ce qui s'ensuit. Le désir de s'assurer une vie confortable. Promotion de la peur au rang de valeur. C'est un moment extraordinaire et toute la modernité en est issue. Parce qu'avec cette promotion de la peur au rang de valeur, on voit aussi le travail détrôner la guerre, peur de la mort violente, désir de conservation et de s'assurer les moyens de cette conversation. Un projet qui devient le projet moderne d'améliorer le sort des hommes par le travail. Le travail détrône la guerre, ce qui fait aussi qu'au XVIIIe siècle, le grand homme détrône le héros. Tout le XVIIIe siècle nous dit cela. Voltaire, j'appelle grands hommes tous ceux qui ont excellé dans l'utile ou dans l'agréable. Les saccageurs de province ne sont que héros. Phrase extraordinaire. Toute l'ironie de Voltaire dans cette phrase. Les saccageurs de province ne sont que héros. Et puis, c'est la figure de Fénelon. Fénelon qui est le bon Fénelon et qui va à pied parler avec les paysans et qui détrône, lui à sa manière, la grande statue équestre de Louis le Grand. Le héros est à cheval, le grand homme va à pied. Donc, promotion de la peur de la mort violente au XVIIe siècle, irruption donc de la figure du bourgeois. La civilisation des Lumières, c'est à la place du culte du héros, le culte des grands hommes. Nous sommes issus de tout cela, mais en même temps, nous sommes les héritiers du XXe siècle. Et le XXe siècle, voilà pourquoi le héros n'est pas simplement un héros imaginaire. Le XXe siècle, c'est, entre autres choses, mais particulièrement
le siècle de Munich, c'est-à-dire la paix à tout prix. La paix comme souverain bien, c'est-à-dire l'amour de la vie plus fort que toute chose et que l'amour du monde. Et il y a eu des figures pour s'opposer justement à l'esprit munichois. D'où le grand paradoxe de notre situation quand on se met à réfléchir. C'est-à-dire, quels sont nos grands hommes? Quels sont les grands hommes du XXe siècle? Eh bien, ce sont presque toujours, pas seulement, mais ce sont en grande partie des héros. Des héros au sens que l'on croyait avoir périmé, avec Hobbes, mais aussi avec Voltaire, avec nos grands hommes. C'est-à-dire justement des grandes figures qui ont fait face, Churchill, De Gaulle, au risque de leur vie parfois, Sadat ou Rabin, sans compter ces grands résistants qui hantent notre mémoire. Alors je veux bien que 68 ait été le passage du héros à la victime, sauf que les 68ards étaient hantés par les figures de la résistance. C'était un psychodrame ridicule, mais c'était aussi cela. C'est-à-dire, comment être à la hauteur? Comment pouvons-nous être à la hauteur de Jean Moulin? Alors, on a joué, on a simulé, on a dit CRSSS, mais c'est précisément parce que on n'en avait pas fini avec l'héroïsme. Hein, on pouvait bien dire, dire que attaquer la civilisation bourgeoise au nom du désir, une autre dimension était présente, celle de l'héroïsme. Et puis, je voudrais citer une dernière figure, quand même, qui montre à quel point cette question est quasi contemporaine en philosophie. Il faut citer la figure du philosophe tchèque Jan Patočka. C'est le disciple de Husserl, c'est le disciple de Heidegger. Il a été interdit d'enseigner pendant de longues années en Tchécoslovaquie, mais nous savons aussi qu'il a été le porte-parole de la Charte 77 et qu'il est mort à l'issue de longues heures d'interrogatoire forcé. Et lui-même avait, dans ses séminaires, essayé de faire la différence entre l'intellectuel et l'homme spirituel, et qu'il avait noué cette différence autour de la figure du sacrifice. Il est en quelque sorte notre Socrate. Il y a eu un Socrate au XXe siècle, et c'est lui. Donc, de cet héroïsme-là, nous ne sommes pas quittes, sauf à penser que le XXe siècle n'a pas eu lieu. Voilà, c'était la première réponse sur la question de l'héroïsme imaginaire. Oui, l'héroïsme en nos imaginations du fait du XXe siècle, et nous ne sommes jamais sûrs de ce qui peut arriver encore. Nous sommes sans cesse amenés à nous poser la question de l'apaisement de l'esprit munichois et de savoir comment faire face et jusqu'à quel point il faut s'exposer pour faire face. Ces questions-là, si vous voulez, nous n'en avons pas fini avec elles, même si nous avons la chance de vivre dans des sociétés où règne un confort relatif. Merci d'avoir répondu à la question que je ne vous ai pas posée, mais qui nous hante depuis le début. Non, c'est-à-dire que reste-t-il de l'héroïsme? Et ce que vous pointez, c'est cette urgence, ce besoin et cette actualité. Alors, à cet égard, toute la question a été de savoir quel était le référent héroïque. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, la victime a pris la place qui était celle du héros, qu'il y ait ce geste, et même cette geste héroïque, et qu'elle se déploie, y compris jusqu'au XXe siècle, absolument. J'ai plusieurs questions à vous poser à cet égard. Et la première est celle de la différence entre le héros et le grand homme, que nous avons un petit peu évoqué. Et l'une des pistes était le rapport au temps. C'est-à-dire que le grand homme était exemplaire par sa vie et par tout un ensemble d'actions et un travail de patience. Et le héros était dans un rapport d'éclat et d'exploit. Est-ce que vous souscrivez
cette opposition ou pas? Et vous dites qu'on confond désormais le héros et grand homme au XXe siècle. Quels sont les critères de distinction donc? Premier aspect de la question. Et puis, vous parliez de la dévalorisation du héros, ce qui était lié à la dévalorisation de la guerre au XVIIIe siècle, ce qui est effectivement logique, c'est-à-dire les lettres anglaises de Voltaire. Voilà, désormais, faisons du commerce et cessons de faire la guerre. Et on voit que chez Voltaire, le mot héros est toujours ironique. Vous prenez Candide dans le chapitre 6, qui est le chapitre sur la guerre. Candide se promène dans les ruines et Voltaire dit un héros était en train de souscrire au droit de la nature, c'est-à-dire de violer une femme. Donc le héros, et 6000 héros furent rayés de la surface de la Terre. C'est toujours ironique, effectivement. Bon. Donc, j'entends bien qu'il y a ces étapes-là, mais partons de la distinction, si vous voulez bien, grand homme, héros. Comment vous la thématisiez? Non, je dis que certains des grands hommes du XXe siècle sont, par la force des choses, des héros. Donc, parce qu'ils ont dû faire face à une situation extrême et un destin terrible. Donc c'est, si vous voulez, l'histoire qui fait la différence ou qui oblige à un certain héroïsme. Donc Thomas Pavel a raison, il vaut mieux ne pas avoir d'héros. C'est la nature de l'obstacle. C'est pas le goût de l'obstacle, parce que là nous ne sommes pas dans cette situation. Nous avons fait cette critique du héros et nous en sommes les héritiers. Donc ce goût de l'obstacle, du sacrifice ostentatoire pour manifester sa magnanimité, sa supériorité sur les autres hommes, ça c'est une dimension aristocratique qui n'est plus la nôtre. Démocrates en effet que nous sommes, mais nous n'en avons pas fini avec l'héroïsme parce que justement nous ne sommes pas maîtres de l'histoire. Il y avait cette idée d'une maîtrise par les hommes de leur propre destin. Et donc on se disait, cette maîtrise, nous l'obtiendrons par le travail. L'héroïsme est une vieille chose. Donc on peut... C'est ridicule, c'est archaïque. Il faut travailler, il faut cultiver son jardin, oui, mais nous ne sommes pas seuls au monde. Et quand tout d'un coup, Hitler arrive, on fait quoi? C'est ça. Le héros, c'est celui qui répond à l'éventualité d'Hitler. C'est tout ce que je peux dire. Ou de Staline, d'ailleurs. Thomas, une distinction. Je vous en prie, parlez Pardon, une toute petite distinction. Oui. Ce que vous dites... pardon. C'est vous qui... C'est mon université. Quand vous parlez du cas de ces victimes, de ces philosophes... Lorsqu'on parle de ces victimes, quand même, ce type de héroïsme, ceux qui périssent dans les interrogatoires de la police secrète, etc., sont quand même des victimes sacrificielles. Et ça, c'est pas nouveau. Les victimes sacrificielles ne sont pas... disons que, pour vous dire franchement, un ami à moi m'a envoyé il y a des années, une citation d'un petit fragment babylonien, ça venait de Babylone, qui disait « Ah, les choses ne sont plus comme avant. Toute maintenant, la jeunesse d'aujourd'hui n'est plus comme celle d'avant, il n'y a plus d'héroïsme, etc. » Moi, je me dis, quand même, c'est très délicat de dire, c'est vrai ce que vous dites, qu'un certain type de valeurs bourgeoises, le travail, etc., sont importantes pour nous. Mais il suffit de réfléchir aux guerres du 19e siècle. Le 19e est traversé par des guerres. Il y a les guerres napoléoniennes, il y a la guerre de Crimée, la guerre franco-prussienne. Pendant tous ces moments, il y a des obstacles réels. Et là, il y a des héros. Il y a des gens qui font face à cela. Cela ne peut pas disparaître. Où il y a des régimes. Est-ce que... Voilà, le duc... Comment vous prononcez, avec mon français douteux, je veux dire le duc d'Enghien. C'est bien prononcé? Oui, voilà. Le duc d'Enghien, et il est une victime sacrificielle. Il est tué pour rien. Tout simplement, il disparaît. Pourquoi? On ne pense pas à lui parce qu'évidemment, il est sacrifié pour un passé qui n'existe plus. Mais ce type de victime sacrificielle existe. Et votre exemple est extraordinaire parce que j'en ai connu moi-même dans mon pays d'origine des situations de ce genre. Et en quelque sorte, c'est vrai qu'il y a une histoire et c'est vrai qu'il y a une évolution, mais comme par hasard, cette évolution entraîne avec elle tous ces types qui réapparaissent partout sous des formes inquiétantes, bizarres et effrayantes parfois.
Le couple que vous posez, c'est-à-dire défi et réponse, est un couple d'anthropologie fondamentale. C'est-à-dire que la civilisation se définirait à chaque étape par un certain type de défi et une société se construirait en réponse à ce défi. Ce modèle anthropologique, effectivement, nous permet de nous dire qu'à chaque obstacle correspond ses héros, et donc c'est les héros qui fait l'histoire dans la mesure où elle convoque une réponse extraordinaire à une situation que vous qualifiez d'extrême, puisqu'on, selon le mot d'Eric Hobsbawm, le XXe siècle a bien été l'âge des extrêmes. Et donc une diversification des formes d'héroïsme sans doute, mais si on essaie d'avancer en déplaçant légèrement la question, quel lien feriez-vous entre héroïsme et idéal? Et vous dites, Thomas Pavel, notamment dans La pensée du roman, que il y a un lien entre idéalisme et héroïsme, et que l'histoire de l'idéalisme, ou la métamorphose, le déclin de l'idéalisme, entraîne une modification de la définition même du héros. Alors, Thomas Pavel, comment vous articuleriez ces deux enjeux, de l'idéal et du héros? Oui, voilà, je suis coincé. Oui, c'est cela. Bon, d'abord, voilà, là, par idéalisme, hein, je n'entendais absolument pas l'idéalisme philosophique. Non, du tout. Je voulais tout simplement parler de ces œuvres littéraires qui nous proposent des personnages qui sont plus beaux, plus vaillants, plus courageux que d'habitude. Voilà. Et une des choses que j'essaie de dire, c'est que cela n'a jamais cessé. On a cru, dans le monde anglophone, on considère que le premier roman moderne, comme on dit, est une œuvre énorme, très belle d'ailleurs, Clarissa de Richardson. C'est considéré comme le premier roman, parce que finalement, on ne fait plus des romans à l'ancienne idéalisés. En France, on considère quand même que le premier roman moderne est La princesse de Clèves, écrite avant Clarissa, et qui aussi présente les gens comme ils sont, plutôt que de les idéaliser comme le faisait Mademoiselle de Scudéry. Et idéalisation est la méthode de Mademoiselle de Scudéry, et la méthode de Madame de Lafayette est différente. Moi, je l'appelle anti-idéalisme, tout simplement, parce que j'essaie d'éviter autant que possible ce terme de réalisme. Compromis terrible de réalisme. Oui, ce terme terrible. Parce que le réalisme, il est tellement employé, tout est réaliste. J'ai constaté dans ma carrière de prof de littérature que sur n'importe quel auteur vous écrivez, y compris Mademoiselle de Scudéry, sur n'importe quel... Dans toutes les époques et dans toute la littérature, vous trouverez un critique qui dira... Et voilà, Mademoiselle de Scudéry, finalement, est la première des réalistes. Parce que il y aura toujours quelqu'un qui dira... Ce terme, pour moi, ne signifie absolument rien. Donc, il y a quand même une tension entre ceux qui idéalisent, comme Mademoiselle de Scudéry, et ceux qui sont contre ce mouvement et qui présentent l'être humain comme imparfait, les écrivains de l'imperfection, dont Madame de Lafayette. Mais c'est vrai qu'elle aussi, et les écrivains de l'imperfection, confrontent l'être humain à un idéal. Les écrivains de la perfection, les écrivains idéalistes, vous présentent des gens qui correspondent à l'idéal. Vous n'allez jamais rencontrer dans la vie quelqu'un qui ressemble au personnage des Éthiopiques d'Héliodore, un roman grec que j'aime beaucoup, qui sont tous parfaits, qui sont tous héroïques, qui sont généreux, qui sont aussi très rusés. Vous n'allez jamais les rencontrer. En même temps, lorsqu'on vous présente cette jeune fille d'une vertu parfaite, ce jeune homme courageux, généreux, vous comprenez de quoi il s'agit. Vous n'avez jamais vu cela. Vous ne le verrez jamais. Comment ça se fait que vous le comprenez? Parce que vous comprenez immédiatement l'idéal qu'on essaie de représenter. L'idéal de la vertu, l'idéal de la générosité, l'idéal du courage, ainsi de suite. Et quand je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui ressemblent peut-être à Madame de Clèves, je ne sais pas, mais vous comprenez tout de suite la princesse de Clèves, parce que vous comprenez tout de suite l'idéal auquel elle fait face et la manière dont elle se bat pour l'atteindre, vous voyez. Donc, je me suis dit que dans les œuvres littéraires, les écrivains ne font pas des croquis de leurs voisins ou de
sœurs quand ils étaient petits ou de leurs parents. Ils pensent à l'être humain en rapport avec un ensemble d'idéaux, d'ordre moral, d'ordre politique, enfin, vous voyez. Et c'est un peu dans ce sens-là que je parlais. Et c'est vrai, je constate cela. D'abord que à partir du 18e, 19e siècle, ce que nous appelons le réalisme, ne fait que mélanger un peu les deux côtés. Il mélange un peu l'idéalisme et la représentation de l'imperfection. Mais tous les écrivains, jusqu'à presque tous les écrivains, je devrais dire, sauf ceux qui sont vraiment méchants. Ceux qui sont vraiment, vraiment méchants, comme Flaubert. Mais même, vous verrez tout de suite, non, je m'excuse Marie-France, vous verrez tout de suite, même Flaubert, il a son propre idéalisme parce qu'il y a Salammbô, il y a un cœur simple, etc. Mais, oui, vous voyez, donc tous les écrivains, dans le grand réaliste Balzac, vous trouvez les personnages les plus inimaginables, les plus incroyables, qui sont clairement des idéalisations et que Balzac n'a jamais rencontrées dans la vie, vous voyez. Donc, et ceci continue tout le long du 19e siècle. Vous avez cet essai de mélanger, de rendre les personnages parfaits un peu plus crédibles, si possible. Un peu. Ils représentent un idéal, ils le respectent, mais on essaie quand même de les rendre un tout petit peu plus crédibles. Et c'est vrai qu'au 20e siècle, le mélange est un peu plus agité, disons, on agite un peu plus le cocktail avant de le verser, c'est vrai. Oui, c'est ça, le Molotov, si vous voulez. Et c'est vrai que le petit Marcel qui souffre tellement parce que sa maman ne vient pas lui donner des bises le soir, c'est vrai que représente une certaine imperfection. Disons, mais elle a une solution à la fin. Elle a elle-même une solution, un idéal artistique qui est présenté. Vous n'avez jamais une œuvre, ou presque jamais, disons, une œuvre littéraire dans laquelle l'idéal ne flotte pas quelque part et il n'est pas quelque part, même présenté en tant qu'absence, vous voyez, mais une absence évidente en quelque sorte. Ouais. De la complexité et de la polysémie de l'idéal et de sa forme de cocktail du XXe siècle. À cet égard, Christian Schiaretti, cette question de l'idéal et d'un héroïsme en contexte de naufrage de l'idéal est au cœur de Philoctète. À la fois, il est chez Sophocle, lorsque Sophocle écrit à la fin de sa vie cette dernière pièce, dans un contexte qui a été déterminant dans ton travail, et quand Jean-Pierre Simion réécrit ou varie ce texte, il est porteur de tout ce XXe siècle que vient d'évoquer Alain Finkielkraut au plan historique et Thomas Pavel au plan littéraire, c'est-à-dire justement d'une ruine des idéaux à refonder toujours, à porter ailleurs et à remotiver. Alors comment est-ce que ce rapport à cette ruine de l'idéal, notamment militaire, a été au cœur du travail sur Philoctète? Non, mais tu avais raison tout à l'heure de rappeler quand même le travail antérieur, c'est au moins celui sur Coriolan. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu quelque chose de Coriolan, du travail sur Coriolan, qui a bousculé le travail sur Philoctète. Je sais pas, on m'entend là, non? Je vais au théâtre. C'est-à-dire que dans Coriolan, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une figure héroïque, qui refuse les canaux de représentation de l'héroïsme. C'est-à-dire que finalement, c'est-à-dire que Coriolan se met il est en situation de refus, de dépassement des obstacles militaires, voire de prise de fort en force de la République romaine. Et en même temps, il refuse toutes les formes qui permettent précisément l'écho poétique du héros, sa représentation. C'est-à-dire, je pense, moi, qu'il n'y a pas d'héros sans chant. C'est en cela que, quand j'entends aussi, moi, héros imaginaire, non pas simplement parce qu'il ne pourrait pas y avoir de véritables héros, enfin des gens qui ont vécu, enfin historiques, mais parce qu'il dépend absolument de son chant. Il dépend de son poète, ou de son cinéaste, ou de ce qu'on voudra, mais en tout cas de la construction poétique, littéraire, narrative qui en est faite. Et Coriolan, c'est très curieux, puisqu'il le refuse. Il refuse et la toge d'humilité, c'est-à-dire la représentation, l'icône, il la refuse réellement, vraiment. Et il refuse aussi le discours poétique, celui de Cominius au Sénat. Il n'en veut pas.
du coup, son héroïsme, ou du moins la figure héroïque, revient à Shakespeare, ou à Plutarque, mais Shakespeare notamment. Il n'existe en réalité comme héros que parce que, à tel point d'ailleurs que comme figure historique, on ne sait pas vraiment si elle existait ou pas. Bon. Donc, de là, c'est-à-dire de cette suspicion, ce qui m'a intéressé dans Philoctète, c'est qu'en réalité, ils sont en suspension héroïque. C'est-à-dire, ce sont trois personnages qui arrivent dans la suspension déclarée, voulue de leur héroïsme. Le temps, puisque l'objet même de l'œuvre, c'est le départ. C'est une tragédie du seuil. On part ou on part pas. Et dans le temps, entre le moment d'arrivée du bateau près de Philoctète et le temps du départ, il y a une suspension, réellement, de ce que représente chacun. C'est-à-dire que Philoctète va se retrouver dépossédée de son arc et livrée à sa propre souffrance, mais en tant que telle, elle n'a plus de support héroïque puisque l'arc est pris. Néoptolème va suivre en fait une éducation militaire qui va l'obliger à passer par tout ce qui est contraire à l'idéal hoplitique, c'est-à-dire abandon des armes, en tout cas les armes symboliques, hein, le glaive, la lance et le bouclier, d'abandonner les morts, de se fier à des soldats déguisés, enfin bref, tout ce qui ferait normalement le fondement de son... Donc, en attendant d'organiser ce départ qui va et qui serait le seul acte héroïque, c'est-à-dire Troie, la chute de Troie. Voilà l'action. Et nous, on est dans un suspens dans lequel Ulysse, très curieusement, pour moi, c'est le personnage le plus intéressant. Alors évidemment, Néoptolème, c'est le personnage tragique par définition, parce que c'est lui qui va être métamorphosé par l'œuvre. Mais Ulysse est le plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'il fait un parcours inversé. Ulysse, pour moi, est un personnage qui ne peut pas être tragique. Je n'imagine pas une tragédie s'appelant Ulysse. On connaît un drame satirique, le Cyclope, dans lequel Ulysse agit, mais il est rétif. Il est rétif parce qu'il biaise avec l'héroïsme, constamment. Sauf dans cette œuvre, qui est très intéressante pour ça. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est le moment où Ulysse se dresse devant Philoctète armé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est très proche de l'échéance, de l'affrontement, un affrontement d'ailleurs mortel, mais qui est tellement contradictoire avec le personnage qu'il fuira. Mais Sophocle pousse, je trouve, le paradoxe jusqu'à offrir à Ulysse une possibilité héroïque qu'Ulysse n'a jamais. Elle est toujours biaisée. Donc ils sont tous dans ce suspens qui se réalisera par la suite. Et là, évidemment, il y a un effet de forme chez Sophocle qui est quand même très troublante dans le rapport aux contemporains. C'est la scénographie qu'il propose. Hein, l'île de Lemnos était le grenier à blé d'Athènes. C'est une très belle île, riche. C'est absolument pas ce rocher qu'il décrit. Euripide, lui, avait proposé une tragédie dans laquelle il y avait débat entre les Lemniens. L'île n'est pas... Il y a des habitants sur l'île de Lemnos, donc... Et Euripide faisait débat entre les marins et les habitants. Et il en fait un désert. Il en fait un désert, et il en fait, oui, un désert avec à l'intérieur un huis clos, voilà, j'arrive pas à l'appeler autrement, entre trois personnages qui confinent à l'immobilité qu'on trouvera chez Beckett. Voilà, je n'arrive pas, quand je la lis, j'ai toujours dans l'idée, évidemment, la situation vécue par les personnages dans l'attendant Godot. Et d'une certaine façon, l'œuvre est celle d'une attente, parce que la résolution ne pouvant pas venir des hommes, elle est l'attente d'Héraclès. Elle est inclue, cette attente. Elle est nécessairement, elle doit arriver nécessairement. Donc l'œuvre n'est pas, je dirais, la pertinence de l'intervention d'Héraclès, mais elle est celle d'un auteur à ce moment-là, tragique, à la fin du genre tragique aussi, un moment de crise profonde, évidemment, de la civilisation athénienne, qui met deux personnages dans la situation d'une aporie, comme ça, nourrie par l'un et par l'autre, en attendant une résolution dont aucun des spectateurs ne peut imaginer qu'elle n'arrive pas. C'est ça qui me fascine, moi, dans cette œuvre. Et qui, d'une certaine façon, alors sur la question de l'héroïsme, comment dire, fait le constat, en fait, de l'impossibilité objective de l'héroïsme, au moins militaire. Voilà. C'est-à-dire que l'idéal hoplitique est quand même un idéal guerrier. Ce qui est le paradoxe, hein, c'est quand même que ce jeune soldat qui commence avec l'idée de se battre, finit par voler un arc. Or, l'arc, vous le savez, était banni militairement, évidemment, parce que c'est une arme de jet, des affrontements hoplitiques de la guerre classique chez les Grecs. Donc, si vous voulez, on arrive au paradoxe fondamental. L'arme n'est pas une arme héroïque. C'est l'arme de Paris.
C'est l'arme de Teucros. Teucros est le demi-frère d'Ajax. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Cet héroïsme impossible que montre Philoctète transparaît en effet avec Néoptolème, qui est confronté à commettre un acte honteux dès son entrée dans la vie. Philoctète, la question même de son héroïsme est problématique, puisqu'on a fait la distinction entre personnage principal, et vous avez rappelé l'analogie avec Racine, et héros, et on peut se demander quel est bien l'acte de gloire, sinon sa souffrance, qui superposerait Philoctète avec le statut de victime, et de victime assumée, qui revendiquerait son statut de victime. Quant à Ulysse, tu l'as dit, il s'agit d'un héros au sens de personnage qui biaise, c'est-à-dire qui trouve son salut dans la fuite, et l'Odyssée peut être interprétée comme une longue fuite d'île en île, échapper au Cyclope, échapper à Calypso, etc. Bon. Quant à Achille, il est mort. Donc les héros de cette tragédie sont, disons, improbables ou ruinés. Et ça me renvoie, il n'est pas hasard que ce soit un poète du XXIe siècle qui reprenne cette tragédie, à cette notion de l'idéal dont vous dites, Alain Finkielkraut, dans Un cœur intelligent, qu'il a été décapé. Donc je lis ce que vous dites à propos de Kundera. Revenu de l'illusion révolutionnaire, mais férocement égalitaire, le rire contemporain proclame haut et fort l'idéal de la désidéalisation. Cet idéal de la désidéalisation, et vous disiez déjà dans Péguy ou les mets contemporains que Péguy dénonçait ce monde où non seulement qui fait des blagues, mais qui ne fait que des blagues, qui fait toutes les blagues et qui fait blague de tout. Autrement dit, un monde du ricanement, comme on l'a montré dans Par-dessus bord d'ailleurs, où tout finit en ricanement permanent, et où il y a cet idéal de désidéalisation. Ma question serait, quel héros possible dans ce contexte-là? Péguy. Écoutez, je ne sais pas si je saurais répondre à cette question. J'ai l'impression que c'est passer un examen et que je sors la question et je blémis. Je n'ai même pas 5 minutes pour me préparer. Oui, mais enfin, je reprends mes esprits. Idéal de la désidéalisation, c'est en effet la situation contemporaine. C'est un des versants, une des possibilités de la démocratie. La démocratie n'aime pas, enfin, il y a dans la démocratie une sorte de dynamique égalitaire et un ressentiment contre toute forme de supériorité, toute forme de hiérarchie et toute forme d'éminence. Et le rire actuel, me semble-t-il, n'a plus grand-chose à voir avec le rire de l'humour, car l'humour, c'est, dit Kundera dans les Testaments trahis, l'éclair qui fait apparaître le monde dans son ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté pour cette hilarité, il y a une sorte de vengeance contre tout ce qui dépasse. Et c'est très perceptible aujourd'hui, et je suis moi-même indigné, si je puis dire, par le fait que les amuseurs s'emparent du mot d'humoriste. Ils se désignent eux-mêmes comme des humoristes. Alors que peut-être, c'est une hypothèse, l'humour a été une parenthèse dans l'histoire du rire. Quand on dit que le rire est le propre de l'homme, on devrait s'inquiéter. Parce que l'homme a déjà été barbare et peut toujours le redevenir. Et souvenons-nous que les barbares riaient. Et moi, c'est une chose à quoi je suis très sensible dans cette mémoire du XXe siècle, c'est que les bourreaux riaient tout le temps. Les nazis riaient. Ils riaient quand ils coupaient les papillotes de leurs victimes. Ils riaient de la faiblesse, ils riaient du dénuement, ils riaient de la misère, ils riaient de la peur qu'ils provoquaient. Et le rire est constant. Donc, voilà,
le rire est le propre de l'homme, mais il n'y a pas de quoi être fier. Donc on peut civiliser le rire et on peut aussi être victime d'un rire barbare. Et peut-être est-ce à cela que nous assistons aujourd'hui? Peut-être que oui. Comme le roman, enfin. Le roman et l'humour ont partie liée, et s'il y a un âge post-littéraire, ce sera un âge du rire sans humour. Mais pour revenir à votre question, alors, et poursuivre cette réflexion sur ce que peut être un héros contemporain à l'ère du soupçon, et le soupçon nous fait du bien, nous ne croyons plus à ces personnages tout d'un bloc. Hein. Nous avons exploré l'imperfection de la condition humaine, le bois tordu de l'humanité. Donc si nous considérons qu'il y a des héros, ce ne sont pas nécessairement des êtres parfaits. Et nous savons d'ailleurs que ce sont des êtres imparfaits. Simplement, l'illusion moderne, c'était pour l'humanité d'acquérir la maîtrise totale de son propre destin. Hein? On allait faire ou refaire le monde et le réparer pour améliorer le sort des hommes. Et justement, s'il ne s'agit que de faire, alors il faut travailler et cultiver son jardin. Non, il faut faire, mais il faut aussi faire face. Faire, mais aussi faire face. Parce que précisément, l'histoire nous échappe. Parce qu'il ne dépend pas de nous que nous ayons des ennemis ou non. C'est malheureusement un philosophe infréquentable qui l'a dit, mais il a eu raison de le dire, c'est Carl Schmitt. Carl Schmitt. Oui, nous ne choisissons pas nos ennemis. Il ne dépend pas de nous que nous ayons des ennemis ou non. Et alors, donc il faut faire face. Mais il n'y a pas que ces situations extrêmes. Il y a aussi les phénomènes grégaires, si vous voulez, qui sont l'une des plaies aussi des démocraties. Et Tocqueville l'avait assez bien analysé. Comment, en l'absence de tradition, se constituait un pouvoir social et l'opinion s'imposait aux hommes. Une opinion unique, une opinion tyrannique et une opinion qui, justement, peut fonctionner parfois sous la forme de l'union sacrée, contre des victimes sacrificielles, contre des boucs émissaires. Et les boucs émissaires font rire. Et les boucs émissaires sont quelquefois les victimes du rire, ou pas seulement, mais aussi. Donc contre ce rire-là, peut-être aussi ce serait un héroïsme en mode mineur, puisque un héroïsme sans exposition au danger suprême, sans courage physique, peut-être le mot d'héroïsme ne convient pas tout à fait, hein. Mais voilà, faire face non seulement à l'obstacle, au destin terrible, à l'ennemi, mais aussi à cette espèce de méchanceté grégaire d'une opinion qui se déchaîne parfois par le rire. Je vais citer, bien sûr, je vais citer de votre livre, Alain Finkielkraut, L'imparfait du présent. C'est un livre, un très beau livre de fragments, petits articles, où à un moment donné, mon malheur passe mon espérance. Il y a un morceau sur la manière dont on essaie de enseigner aux jeunes comment déformer et rendre, je dirais, ridicule la grandeur. Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Qui a dit ça? Bon. Quel transport me saisit? Quel me dévore? Je cours dans ce palais. Ah, ne puis savoir. Voilà. Et vous citez un manuel où on c'était demande... Hermione, hein. Pour ceux qui n'ont pas répondu au quiz, c'était Hermione. Voilà. Andromaque. Oui, voilà. Un manuel qui demande, publié par Hachette Éducation, et qui propose l'exercice suivant. Transposez la situation dans le monde contemporain et réécrivez en prose, à la première personne, le monologue
d'Hermione, effectivement. Tout en conservant les matériaux du personnage, vous pouvez, si vous le souhaitez, recourir à la tonalité comique. Tonalité comique, vous voyez? Et l'exemple que vous donnez, mais où j'en suis, moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi je me déprime comme ça? Bon, je continue pas. Oui, Exactement ce dont vous l'exemple parlez. est extrêmement parlant. Alors, nous n'avons pas procédé à une interrogation écrite ni à un examen, mais en revanche, c'est le moment de proposer des questions. Et donc, Pauline, qui se trouve ici, va vous passer des papiers pour ceux qui souhaitent poser une question. Et nous allons synthétiser un certain nombre de questions par écrit. Voilà. Donc, n'hésitez pas à la solliciter. Donc merci pour cet exemple de décadence appliquée, Thomas Pavel. Non, mais ça vient de Alain, c'est Alain Filguel. Voilà, donc voilà, il y a des échos qui se retrouvent. Christian, qu'est-ce que dans ce rapport justement à la langue et au travail poétique, il y a déjà une forme d'exigence qui désigne un statut, et ce statut, et notamment celui des héros, que ce soit des héros de tragédie, peut-être que tu peux parler de la langue et de la langue poétique, puisqu'on vient d'en avoir un exemple flagrant, comme le meilleur mode d'expression et la meilleure forme, au sens le plus plein du terme, de cet idéal. Oui, en tout cas, ce dont je suis certain, c'est que c'est le fond de l'art que je sers. Enfin, je veux dire que, enfin, vous ironisiez tout à l'heure sur effectivement les Troyens représentés comme des nazis. Aujourd'hui, ils seraient représentés comme des Yougoslaves plutôt, hein, d'ailleurs. Il y a une dérive plus yougoslave ces derniers temps, voilà, qui déplace l'objet. C'est-à-dire qu'il y a le rire, bien sûr, et la distraction. C'est-à-dire le fait d'opérer théâtralement un déplacement. C'est-à-dire que l'objet ne vaut pas parce qu'il le fonde, mais vaut parce qu'il le décore. Voilà. Ça, c'est une vague de fond énorme contre laquelle on ne peut lutter finalement qu'en faisant ce que l'on fait. Je veux dire en réhabilitant la qualité du chant et son opacité. C'est ça qui m'est le plus important, notamment dans la dimension du poétique. C'est-à-dire que le fait de porter le poème et de ne pas aider le spectateur à le résoudre ailleurs que dans son écoute, dans la qualité de son écoute, c'est dire à l'audience, vous êtes requis. Voilà, vous êtes requis. Ce que je n'ai pas, évidemment, dans une langue qui ne se tient pas. Parce qu'une langue qui ne se tient pas, c'est finalement une langue qui donne, disons, tout, résout tout dans son expression. Le poème, lui, il offre un endroit, un ailleurs, un plus, qui ne se résout pas, qui au contraire laisse béant, développe moins l'autorité d'une vérité que, je dirais, la nuance d'une sensibilité. Et c'est notre art. Alors évidemment, il est difficile parce qu'il suppose une discipline. Et la discipline appliquée est rétive à une idée, je dirais, d'essence démocratique, pour le coup, qui serait c'est valable pour tous. Et je dirais que dans les années qui nous précèdent, depuis 80, le rapport notamment à la culture, dans ses applications, je dirais, obligées, hein, c'est celles qui relèvent de l'animation, de l'encadrement d'élèves, a participé du mythe de l'expressif, et pas du tout de l'éducatif. C'est-à-dire que on se présentait d'abord, vous savez, comme des amuseurs, pour le coup. On était un temps de distraction à l'intérieur d'un corpus d'enseignement. Il y avait un temps donné, si vous voulez, de cours. Et puis ensuite, nous intervenions sur le mode du distractif. On était, en gros, quelque chose qui faisait du bien. Voilà. Alors que, évidemment, qu'un rapport qui privilégie la langue, la discipline pour l'expression, qui est très complexe, et d'en accepter son opacité, eh bien, participera forcément, pas tout de suite du plaisir, mais de l'effort. Voilà. Le spectacle le dit très clairement. J'ai eu des gamins de Sarcelles qui sont venus le voir, et dans le même jour, j'avais une rencontre avec des gens de Polytechnique, et après, avec des élèves d'une école de Sarcelles. Ce que j'ai dit aux gamins, ils se sont tus. Rien, j'en ai pas eu de bruit. Mais on ne devait pas
ce que pensaient les enseignants à la préparation, qui est un tout petit peu... Il y a une préparation objective et il y a une dévotion de ces enseignants absolument respectable. Mais ils pensaient qu'il y avait un lien de causalité entre leur explication, c'est-à-dire le commentaire préalable de l'œuvre, et son écoute. En fait, s'ils se sont tus, c'est parce que c'était allumé. Et qu'on partageait avec eux l'élégance de nos silences. Voilà. Non, elle est fondamentale, cette question-là, parce qu'il n'y a pas de développé du poème s'il n'y a pas d'écoute. Voilà, il n'y en a pas. Donc à partir de là, dans le processus éducatif, que ce soit celui du citoyen lambda ou d'élèves comédiens, ça passe par quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'effort, donc de la discipline. Voilà, c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Cette dimension d'exigence, on la trouve déjà dans un certain nombre de questions qui interrogent la métamorphose de la figure du héros. Vous avez parlé du héros, du grand homme, où se situe le juste, première question, et les héros de la survie dans notre monde contemporain, par exemple les SDF. Alain Finkielkraut. Là, c'était l'élève distrait qui se fait interroger. Sans domicile fixe. Ah oui. Outsider. Je ne crois pas qu'on puisse... les SDF méritent toute notre compassion, et si c'est possible, tous les soins de la société. Je dis si c'est possible, parce qu'il y a de l'irréductible. Mais je ne crois pas qu'on puisse parler d'eux comme des héros de la survie. Ça, ou alors vraiment, les mots acquièrent une élasticité un peu inquiétante. Quant au juste, oui, là, c'est une des grandes figures du XXe siècle. Alors, peut-être Todorov avait-il les justes en tête, mais il aurait dû en rester là quand il a parlé des secouristes. Je pense que oui, on peut dire que il y a un héroïsme qui nous vient d'une autre tradition que la tradition aristocratique, qui est la tradition biblique, et qui est l'héroïsme du désintéressement. C'est-à-dire le passage, au fond, si extraordinairement exploré par Emmanuel Lévinas, le virement du pour soi en pour autrui. Ce moment qui peut aller, dit Lévinas, jusqu'à la substitution de moi à l'autre. Crainte d'abord de laisser l'autre seul dans la mort, conscience de la mort à travers la mort de l'autre, et le point ultime du désintéressement, on s'expose pour l'autre, pour sauver l'autre, voire on peut mourir pour l'autre. Au fond, c'est l'héroïsme de la sainteté. Voilà, je pense. Et là encore, le XXe siècle nous a prouvé qu'on n'en avait pas fini avec la sainteté, prise en ce sens. Alors, le personnage du saint pouvait apparaître comme vraiment le personnage le plus anachronique qui soit. Il a reçu, dans les moments de déréliction extrême du XXe siècle, une sorte d'actualité. C'est-à-dire, au fond, et c'est ce que raconte aussi admirablement Aaron Appelfeld dans Histoire d'une vie, ces moments où des gens, eux-mêmes dans la misère, se sont détournés de leur route. La petite bonté dont parle Vassili Grossman dans Vie et Destin. L'homme réduit au quant à soi du conatus, la persévérance dans l'être, de la misère, et la misère elle-même qui éclate malgré tout en miséricorde. C'est tout cela peut-être qui doit se retrouver autour de la notion de juste.
une autre modalité de l'héroïsme avec laquelle nous ne pouvons pas dire que nous en avons fini, dès lors précisément que nous exerçons intelligemment ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Miséricorde, substitution de soi à l'autre, autrement dit une logique de la compassion, de la sympathie au sens le plus fort du terme, de l'identification. Et l'autre jour, d'ailleurs, j'avais évoqué le cas de Kyo dans La condition humaine, qui, avec une seule capsule de cyanure, et va se trouver jeté dans une fournaise. Nous sommes à Shanghai en 1927, et il donne sa capsule de cyanure à son camarade pour que lui ne meure pas dans la souffrance. Et ce geste-là, je pense, peut être typiquement interprété dans cette tradition à l'échelle d'un geste face à la mort, ou à l'échelle d'une vie comme celle des justes. Il y a une question qui s'applique à un roman particulier, et Thomas Pavel peut-être l'avait voulu, c'est les bienveillantes. Est-ce que finalement le succès des bienveillantes ne s'explique pas parce que le héros est un sale type? Alors, je pense que là, la question de héros s'en trouve particulièrement problématisée. Le personnage, il veut dire. Mais oui. Je préfère quand même parler un peu d'une pièce de théâtre qui s'appelle Philoctète. Je savais que personne ne voudrait parler des bienveillantes, j'en étais certain. Vous voulez bien? Oui. Alors, non, Thomas Pavel. Voilà, si vous permettez, voilà, puisque nous parlons de sympathie, de compassion, de ce que vous appelez très justement la sainteté, hein. Un des aspects de cette tragédie extraordinaire de Sophocle est le comportement de Néoptolème, qui accepte au départ le raisonnement de la raison d'État, accepte l'impératif de la raison d'État pour la victoire. Nous devons faire ceci, je devrais mentir. Et qui, à la fin, change d'idée. À la fin, il change son attitude, il ne peut pas mentir. Il a pris l'arc et il le rend. Pourquoi il fait cela? Pourquoi il fait cela? Il y a comme une sorte d'action précisément de la sympathie et de la compassion. Il a été à côté de Philoctète il a été à côté de cet homme souffrant. Il a réussi à avoir l'arc, mais il était à côté de lui. Ils étaient ensemble. Et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il ne peut pas continuer. Il change tout à fait. Il renonce à la raison d'État, tout simplement parce qu'il sent qu'il est c'est son prochain. C'est son prochain. En quelque sorte, je ne sais pas si c'est purement... si cette capacité de sentir le prochain comme prochain est simplement... Il est très accentué dans la Bible, mais le voilà ici. C'est le cas de Maximilien Kolbe. Voilà, c'est Maximilien Kolbe. C'est exactement ça. Celui qui, on ne sait même peut-être qu'il avait même des idées antisémites, je ne sais pas si c'est vrai ou non, on dit cela, mais en tout cas, là, il se sacrifie, il meurt à la place d'un juif. Et c'est un aspect de la tragédie de Sophocle qui rejette, c'est très intéressant comment il rejette la raison d'État. Et je voudrais faire encore une remarque qui n'est pas tout à fait liée aux bienveillantes. Je dois dire que les bienveillantes, je dois avouer, je l'ai vu, comme disait un ami à moi, je l'ai lu entièrement, mais à l'extérieur. Vous voyez, oui, je l'ai vraiment lu comme ça, mais je ne l'ai pas vraiment ouvert. Je dois avouer cela. Donc, pour revenir à Philoctète, ce qui est très beau dans Philoctète et mérite d'être souligné, c'est que la bonne solution est donnée d'avance. Ulysse explique, viens avec nous. Tu as cette blessure méritée, c'est une punition. Il n'est pas tout simplement une victime sacrificielle. C'est quelqu'un qui est puni pour une transgression qu'il a faite. C'est qu'il est allé là où il n'aurait pas dû. Il s'est trop approché de
de l'endroit interdit. Oui. Néoptolème lui dit tu as fait un pas de trop, ce qui est littéralement une transgression. Oui, exactement. Et il a été puni par le serpent qui défendait cette demeure de la nymphe. Okay. Donc il est pu. Tu seras pardonné en quelque sorte, tu seras guéri, viens avec nous. Tout est donné là. Dans une perspective vraiment moderne, utilitariste. Si on fait le calcul des utilités à l'américaine ou à l'anglaise, on dit bon, voilà, au niveau de l'utilité, la meilleure utilité pour tout le monde, pour penser comme John Stuart Mill, ce serait évidemment que Philoctète sait faire ce genre de miaou-miaou et aille il sert la cité et il se sert lui-même. C'est le bonheur, le plus grand bonheur pour le plus grand de personnes possible, sauf évidemment 3. Mais dans cette pièce, il y a comme une sorte de réfutation de l'utilité. L'utilité ne convainc pas les gens. On ne peut pas dire aux gens, faisons ceci parce que ça va être utile pour nous, les Grecs, et pour toi, le blessé. Il faut quelque chose d'autre. Il faut l'adhésion intérieure. Il faut que le personnage soit converti en quelque sorte de l'intérieur. Et tout comme Néoptolème se convertit. C'est une tragédie qui finit par une double conversion. Néoptolème se convertit à la bonté. Il se reconvertit à la vertu. Il se rend compte à cause de son prochain, à côté de lui, un être humain comme lui, qu'il ne peut pas lui mentir. Il doit lui rendre... Mais Philoctète a besoin de quelque chose. Elle a besoin d'une intervention divine pour se convertir. Il a besoin d'un demi-dieu. Il a besoin de ce demi-dieu, qui était son ami, pour ainsi dire, Héraclès. Il a besoin d'être soulevé, puisqu'il est trop plongé dans son malheur. Mais cette conversion le change à l'intérieur, lui aussi. Il change d'avis, puisque le divin l'appelle, pour ainsi dire. Vous voyez? Donc, question du divin. Allô? Oui. Sur cette question du divin et de l'intervention du divin, on peut peut-être apporter un bémol, Christian, c'est-à-dire que le statut d'Héraclès est moins d'être un dieu que d'être un demi-dieu déjà, donc c'est un semi-deus ex machina, et c'est une figure souffrante. Et c'est une chose sur laquelle tu insistes dans ta mise en scène, ce qui rejoint d'ailleurs une question qui est posée, pourquoi Philoctète passif, il s'oppose résolument, ironiquement à la ruse d'Ulysse, et la virilité magnifiée de Terzieff, est-ce un gros mot? Autrement dit, la question, c'est bien celle de la résistance de Philoctète, et à quoi cède-t-il finalement à la fin? À quoi consent-il? Parce que Philoctète ne se constitue que dans la souffrance, c'est-à-dire que ce qui lui fait le plus peur au départ, il le dit, c'est qu'il ne faut pas revenir de l'absence, dit-il, parce que revenant de l'absence, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de récit de ce qu'il vit. Il a conscience, une intuition, que si on ne parle pas de lui, si on ne raconte pas son geste, il n'existe pas. Il n'existe que par sa souffrance. Les autres ont accompli la guerre. Il reste en fait, on est à la toute fin de la guerre de Troie, donc c'est une guerre enlisée. Donc ce qu'on lui propose n'est en fait pas du tout très héroïque. D'aller tuer Paris, c'est pas génial. Et l'autre va tuer Priam, c'est pas brillant. Donc en réalité, son geste héroïque est sa souffrance. Donc la revendication de cette souffrance, et je dirais même le fait de ne pas vouloir la quitter, parce que quand même dans l'œuvre, c'est très étrange, au moment de partir, le mal revient. Et le mal revient comme évidemment un geste de psychosomatique déclaré, enfin cette douleur qui revient au moment du départ, parce que je pense qu'il est entier dans sa souffrance. Et le fait de l'en faire partir est en fait le nier. D'ailleurs, Philoctète n'a rien laissé à la postérité. Même son œuvre, elle est peu montée. Et d'ailleurs, tu as été sur l'île de Lemnos et il n'a rien laissé aux Grecs non plus. Les Grecs ne se souviennent pas de Philoctète. Ne savent pas qui est Philoctète. Il y a une grotte effective sur l'île, mais personne ne sait qui est Philoctète. Donc il a effectivement disparu parce qu'il a eu le tort de partir. S'il était resté sur l'île, il aurait sans doute connu à un moment donné une résolution définitive de sa gangrène qui aurait fait un héros peut-être de la souffrance. C'est une chose qui m'est apparue tout à l'heure. Le héros doit savoir finir.
Le héros, il se caractérise quand même par sa fin. Sa belle Même si mort. sa fin, Ouais. d'ailleurs, est une fin, même si c'est une fin, on va dire, naturelle, peu importe. Je veux dire, de Gaulle vaut par cette image en Irlande, l'imperméable et le vent irlandais qui bat. Enfin, c'est vrai, il y a une mythologie tout d'un coup de la fuite, merveilleuse du point de vue de l'image et de la conclusion. Hein, mais je veux dire, lui, il n'ira jamais jusqu'au bout de sa souffrance. Donc partir, pour lui, est impossible. On le fait partir avec un demi-lieu de la souffrance et qui parle du point de vue de la souffrance. C'est-à-dire qu'il rassure Philoctète sur le fait qu'il va souffrir. C'est très curieux et c'est présent dans le texte grec. Tu souffriras encore et encore. Et l'acceptation, je pense, elle se fait dans cette conviction-là. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects dans l'œuvre, ou conquérir Troie, ou guérir. Et c'est utilisé comme argument constant. Et il y a même une drôle d'expression qui est présente dans le grec, où il lui dit « tu pourras guérir de ta blessure hein », et il dit « je ne veux pas ». C'est-à-dire qu'il ne répond pas exactement à la blessure en réalité, mais il y a une confusion de sens qui permet de Je l'entendre. ne veux pas guérir. Il ne veut pas guérir. Oui, puisque son mal, c'est son identité. Bien sûr. Et donc Bien sûr. sa différence. Alain Finkielkraut, Les Bienveillantes. Je croyais que vous aviez oublié. Non, c'est pas très important. Enfin, si, peut-être, je ne vais pas dire maintenant toutes les raisons pour lesquelles je trouve ce roman absolument détestable. Je l'ai lu jusqu'au bout. Je me suis forcé à le lire. Je me suis forcé à le lire parce que j'étais un peu perplexe devant l'immense retentissement qu'il avait. Et je me suis dit, je ne peux pas réagir sans l'avoir lu. J'avais peur, justement, d'un préjugé, d'une opinion préconçue, etc. Et ce fut une épreuve. Ce fut une épreuve, mais ce fut une épreuve. Ce fut peut-être. Quelquefois, en effet, il se confirme. Enfin, ce fut une épreuve très instructive. Simplement, ce qui m'est apparu particulièrement scandaleux et digne de réflexion, c'est la comparaison qui a été faite par l'éditeur et par nombre de commentateurs, de journalistes, entre Les Bienveillantes, œuvre en effet très imposante, livre de 1200 pages, véritable performance en tant que reconstitution quasiment hyper réaliste de la solution finale et notamment de l'enlisement allemand en Russie, et donc Vie et Destin. C'était la promotion du livre, c'était le lancement, c'était la 4e de couverture. Vie et Destin et Les Bienveillantes. Comparaison d'ailleurs que le livre lui-même appelle, puisqu'il y a une sorte de pastiche de Vie et Destin. Un moment, c'est comme d'ailleurs dans le film qui était projeté d'Eyal Sivan sur les origines du conflit israélo-palestinien, Route 81. Il y avait une citation de Shoah, un coiffeur palestinien qui racontait une histoire destinée à apparaître aussi horrible que celle que raconte le coiffeur Bomba dans Shoah. Et là, nous avons affaire à un prisonnier nazi, un prisonnier allemand et un officier russe, et un officier russe qui explique aux prisonniers allemands en fait que leurs deux régimes se ressemblent. Or, dans Vie et Destin, c'est la situation inverse. Et d'ailleurs, ça fait sens. C'est-à-dire, on a un nazi cultivé et cynique qui dit, au fond, nous nous opposons, qui dit un détenu bolchevique, nous nous opposons, mais pour vous comme pour nous, le monde est volonté. Phrase d'une grande profondeur ontologique. Effectivement, c'est l'essence peut-être métaphysique du totalitarisme. Simplement qu'un nazi puisse le dire, oui, mais un bolchevique, si vous voulez, qui est un fanatique de l'universel, ne pourrait jamais dire une chose pareille. Jamais. Mais, donc,
Jonathan Litten appelle la comparaison, cette comparaison est faite et elle lance le livre. Et là, évidemment, ça m'a fait peur. Parce que, en effet, dans Un cœur intelligent, je dis, peut-être pour acquérir un certain discernement, une véritable capacité de jugement, avons-nous besoin de la littérature. La prière de Salomon, c'est à la littérature que nous avons quelque chance de l'adresser avec succès. Simplement, la littérature n'est pas tout d'une pièce. Et la grande littérature est en conflit perpétuel avec la mauvaise. D'ailleurs, c'est un sujet qui obsède les écrivains. C'est le sujet de Don Quichotte, c'est le sujet de Madame Bovary, c'est présent dans nombre de romans. Et là, simplement, donc, on se dit, alors à quoi bon si, justement, les lecteurs mettent sur le même plan Vie et destin et Les Bienveillantes. Et donc, c'est là que je veux en venir. C'est-à-dire, nous sommes exposés à deux dangers. Celui du remplacement de la lecture par d'autres pratiques culturelles, comme ça se dit beaucoup et ça se constate aujourd'hui avec jubilation par un certain nombre de sociologues. Hein, c'est la perpétuelle métaphore plasticité humaine. Il y a des pratiques culturelles qui prennent le relais de la lecture, c'est comme ça. Mais en même temps, à l'intérieur même de la lecture, nous sommes exposés, nous sommes menacés par une confusion grandissante des valeurs. Alors, peut-être cela a-t-il toujours existé, c'est possible, mais je trouve que ça a pris, avec le succès des Bienveillantes et l'analogie entre Les Bienveillantes et Vie et destin de Valérie Grossman, une dimension, si vous voulez, tout à fait angoissante. Pour ne pas finir sur cette angoisse, il nous reste deux jeux de questions. La première porte sur la question du médium, comme dirait Régis Debray, et rejoint le problème que nous posions à l'origine de la construction du héros par la littérature, ou disons, peut-être pas sa construction, mais disons sa présentation, et donc finalement ce que tu évoquais, Christian, avec le chant, la manière dont le héros devient récit, et donc peut-être mythe, en tout cas histoire, et appartient à l'histoire. Il y a 4 questions. Je les formule avant peut-être de ramasser le nœud commun. Le héros n'existe-t-il pas que lorsqu'il est imaginaire, irréel? Est-on passé des héros littéraires aux héros médiatiques? Pouvons-nous parler d'un héros si l'objectif recherché est la reconnaissance? Et l'héroïsme a-t-il à voir avec l'imposture? Il me semble qu'il y a un premier aspect de la question qui est celui qu'on vient de dire, c'est-à-dire le rapport entre héros et récit sur le héros, que ce soit, et d'où l'évolution littérature et médias. Et poussé à l'extrême, on peut considérer qu'il y a imposture dans la mesure où le héros ne serait plus qu'un récit, ne renvoyant à aucun fait. C'était votre première intervention à l'Amphiculcrot sur le fait qu'il y a quand même une réponse à un obstacle donné qui est un fait objectif et que ça n'est pas réfutable. Voilà, ça fait que l'héroïsme n'est pas simplement un fait littéraire. Or, on voit, et c'est par exemple l'objet du film Un héros très discret de Audiard, comment on peut s'inventer héros simplement parce qu'on est sur les bonnes photographies et que ça n'est plus qu'un mythe. Voilà, donc ma question va à Thomas Pavel sur ce rapport entre héros et récit d'abord, et héros et imaginaire. Oui, voilà, oui, enfin, je reviens à cette distinction. Distinguo. Il y a des héros de fiction et il ne faut pas les confondre avec les héros réels. Il ne faut pas confondre les gens qui ont été torturés et qui n'ont rien dit avec le personnage de roman qui fait la même chose. Il ne faut pas faire cela. Pour les personnages de roman, nous pouvons avoir un certain intérêt, nous admirons l'art de l'écrivain, nous admirons sa maîtrise de la langue, des caractères, de l'intrigue, si vous voulez, des scènes. Nous sommes profondément émus par les valeurs morales qu'ils mettent en valeur, mais devant un héros réel, on est muet, c'est autre chose. Quant à l'imposture, je dirais, parfois, oui, c'est vrai, c'est possible. C'est possible que quelqu'un se projette comme un héros, mais ce n'est pas du tout
on peut pas généraliser puisqu'il y a des cas d'imposture. Bon, tant pis. On peut pas dire est-ce qu'il y a une identité entre héroïsme et imposture. Ce sont deux choses différentes. Voilà. Les grosses notions sont comme des grosses bulles comme ça. Mais moi, j'aime jouer avec des petites billes. Je souscris à ça. Christian, une petite bulle. C'est aussi la question du style, j'ai envie de dire. Du style. Oui. La beauté du style, de l'imposture. Je préfère une imposture avec un style magnifique qu'une vérité banale. Non, parce que là, dans Philoctète, ça commence comme ça. Il faut rendre les clés, peut-être. Je crois que quelqu'un s'est appuyé. le En spectacle général, va dans les commencer. institutions publiques, ça marche comme ça. Je crois que c'est un signe discret qui nous invite à Discret conclure. Après, voilà. Mais il est Christian, joli. on finit Christian tout de même. Non, Fini. non, je voulais juste dire que l'œuvre commence là-dessus, puisque le mensonge de Néoptolème, c'est bien de dire qu'il a eu et qu'il s'est opposé à la volonté des Atrides et qu'il repart. C'est-à-dire qu'il se décrit en héros et le récit est tellement beau que Philoctète le suit. Donc l'imposture vaut, j'ai envie de dire, dans le champ littéraire, bien sûr, mais voilà. Bien, eh bien, vive la littérature et eh bien nous continuerons à explorer les héros et à vivre avec eux et espérons à les susciter. Et merci pour votre patience, votre écoute et votre présence et à bientôt pour d'autres questionnements. Et merci aux trois invités évidemment. C'est Gallimard. Alors moi, je suis complètement épaté parce que moi, je vous écoute quasiment tous les samedis depuis très longtemps. Et vous avez une voix absolument formidable. Ah oui, on ne vous l'a jamais dit. La qualité, parce que vous avez une voix qui module. C'est-à-dire que vous partez en grave et vous finissez en médium. Et à l'oreille, voilà, c'est une très belle voix. Ah, bah, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien passé, hein? Oui, oui, c'est bien passé, très bien passé. Exactement, et puis ça a redéployé la question et vous avez réussi à faire un va-et-vient entre la littérature et l'histoire. Vous avez eu raison. C'est pour ça que je dis que vous n'avez pas répondu. Merci d'avoir pas répondu. C'était très bien. Ça, on a joué sur tous les tableaux. Ça vous allait, vous? Tout à fait. Oui. Et merci vraiment. Ce déjeuner a été très utile aussi. Ça m'a permis.